Maintenant, il me fait plaisir de vous présenter notre conférencier invité ce matin, Monsieur Marc Mortureux, directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en France depuis 2010. Monsieur Mortureux a également été directeur général adjoint à l'Institut Pasteur et a occupé des fonctions de conseiller ministériel à plusieurs reprises. Avec M. Mortureux à sa tête, le modèle de gouvernance de l'ANSES vise à mieux concilier l'indépendance du processus d'expertise scientifique, d'une part, et la transparence, l'ouverture et le respect du rôle des diverses parties prenantes, d'autre part, et ce, en étroite concertation avec les acteurs de la société civile. Son modèle de fonctionnement en fait une agence particulièrement à l'écoute des attentes et inquiétudes de la société, des signaux faibles et des risques émergents. C'est cette approche que M. Mortureux a accepté de nous exposer ce matin. Comment préserver son indépendance scientifique tout en créant les conditions d'une posture ouverte apte à répondre aux attentes des acteurs de la société? Comment délivrer une information de référence sur des sujets d'une grande complexité scientifique tout en assurant leur accessibilité et leur acceptabilité par le plus grand nombre? Comment, enfin, poser les conditions d'une crédibilité sur le long terme dans un contexte croissant de méfiance à l'égard des messages officiels en matière de santé publique? Monsieur Mortureux, je vous en prie, le micro est à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour, et très heureux d'être présent, je dirais même très honoré que vous m'ayez invité pour effectivement vous présenter l'expérience que j'ai vécue personnellement, que nous avons vécu à l'ANSES au travers effectivement du thème de la communication et de passer d'une communication conventionnelle à une posture de dialogue et d'échange. Vous avez présenté de nombreuses questions auxquelles je vais essayer de répondre comme ça en quelques minutes, une trentaine de minutes maximum, de façon à montrer un peu un retour d'expérience. Et je suis d'autant plus heureux de le faire ici que nous avons de nombreux liens avec nos collègues et amis de l'INSPQ. Je vois Luc Boileau ici présent, avec l'IRSST, avec les différentes universités du Québec, de Montréal, d'Ottawa, avec différentes facultés également. Et nous avons beaucoup d'experts qui viennent d'ici dans nos collectifs d'experts et je tiens vraiment à les remercier très, très sincèrement parce qu'ils nous sont extrêmement précieux. Alors effectivement, je dirige depuis sa création en 2010 donc l'ANSES, donc Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui a en charge beaucoup de sujets qui sont globalement assez controversés, comme les risques liés aux OGM, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, la question de la mortalité des abeilles, les risques liés aux antennes relais et téléphones portables, la question des zoonoses, etc. Et c'est vrai que par rapport à cette situation, et dans un contexte un petit peu particulier, nous avons été amenés à développer un modèle d'agence relativement original qui vise effectivement à concilier à la fois une très grande rigueur scientifique, qui est la base de notre crédibilité, avec une très grande ouverture et écoute aux différentes parties prenantes. Et c'est ce que je vais essayer très rapidement de vous présenter. Alors, premier élément, un peu de contexte. C'est vrai qu'en France, je pense que c'est le cas dans pas mal de pays, on a été marqué par différentes crises sanitaires qui ont été jugées comme pas forcément toujours très bien gérées et qui ont largement entamé la confiance. Alors, en fonction des différents types de thèmes que je ne vais pas développer, mais un petit peu des accusations de manque de transparence, d'avoir privilégié à certains moments les intérêts économiques sur les intérêts de santé publique, des retards dans les prises de décision ou encore des conflits d'intérêts. Donc tout ça a conduit à un contexte où effectivement il y a une vraie question, un vrai enjeu en matière de confiance vis-à-vis des autorités publiques. Et donc on peut le voir au travers d'un graphique comme celui-là, par exemple, sur la question dans les domaines suivants, quel degré de confiance accordez-vous aux avis et recommandations émises par les agences de sécurité sanitaire? En violet foncé, c'est non, on n'a pas confiance. En vert, c'est oui, on a confiance. Et puis intermédiaire, degré de confiance moyen. Vous voyez, dans le domaine du nucléaire, c'est vraiment pas brillant.
Dans les domaines du médicament, assez curieusement, il y a quand même un niveau de méfiance qui est devenu relativement élevé, avec notamment l'affaire du Mediator, qui a eu lieu il y a quelques années. Et puis dans les domaines alors, qui concernent plus directement l'ANSES, l'alimentation, nutrition, l'environnement, la santé au travail, je dirais peut mieux faire. Il y a des marges de progrès, ça paraît assez évident. De la même façon, dans un autre baromètre, avez-vous confiance dans les autorités françaises pour leurs actions de protection des personnes dans les domaines suivants? Donc là, on est sur des sujets plus spécifiques, comme les risques liés aux lignes à haute tension, les produits alimentaires, le bruit, les maladies professionnelles, les antennes relais, les pesticides ou les nanoparticules. Donc en bleu, c'est oui, on a confiance, en vert, non, on n'a pas confiance. Là, vous voyez que sur des sujets, par exemple, comme les pesticides, il y a un vrai sujet en matière de méfiance vis-à-vis des autorités publiques. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on se situe. Et un des enjeux, et dans la construction de cette nouvelle agence, l'ANSES, comment, disons, reconstruire la confiance, qui est un des éléments essentiels, bien évidemment, dans les missions que nous pouvons avoir, avec très simplement 3 grands piliers: garantir la rigueur méthodologique et l'indépendance de l'expertise scientifique. Deuxièmement, mettre à la disposition de tous une information objective et transparente. Et troisièmement, s'ouvrir aux parties prenantes pour être à l'écoute des attentes de la société. Et je dois dire que l'expérience que j'ai vécue depuis quelques années, c'est à quel point on ne peut plus, je crois, asséner des vérités scientifiques indiscutables d'en haut. Il y a une très grande pluralité de sources d'informations. Beaucoup se revendiquent d'une façon ou d'une autre experts, d'une façon ou d'une autre, et qu'il faut absolument avoir des lieux de dialogue, d'échange, qui ne sont pas forcément faciles, mais qui sont essentiels pour gérer ce type de sujet. Alors, très rapidement, quelques éléments donc, sur l'agence, mais mon but n'est pas de le décrire dans le détail. Donc, cette agence ANSES, créée en 2010 par la fusion de 2 agences existantes, l'AFSA, en charge de l'ensemble de la chaîne alimentaire, et l'AFSET, qui était en charge des aspects de santé environnement et de santé au travail. Moi, je suis arrivé en fait il y a 5 ans, une première année pour réaliser la fusion, et ensuite, ça fait depuis 4 ans que je dirige cette nouvelle agence. Et je dois dire que quand je suis arrivé là-dedans, j'étais assez extérieur à ces domaines-là, je me suis un peu interrogé pourquoi on avait décidé de fusionner ces 2 agences, parce que je n'ai pas rencontré grand monde qui était pour. Et il y a eu, du coup, un processus assez complexe, assez animé, dirons-nous, mais qui nécessitait, au travers d'une concertation extrêmement intense, à la fois en interne et en externe, pour à la fois savoir donner du sens à ce projet, et puis construire ensemble tout un modèle avec un certain nombre d'éléments très concrets pour donner des réassurances par rapport à toutes les inquiétudes qui pouvaient s'exprimer. Et par exemple, l'AFSET, qui était une petite agence par rapport à l'AFSA, avait peur de se faire manger par la grosse, et que dans l'AFSET, donc, il y a tous les sujets de santé au travail, les partenaires sociaux, et qui se demandaient ce qu'ils allaient faire dans une grande agence qui s'occupe des vaches, des porcs et des volailles. Donc c'était un peu compliqué, la crainte d'être complètement mangé dans un ensemble et dilué complètement en perdant une identité. Et c'est ce qui nous a conduit, dès le départ, à avoir un processus vraiment très intense et que j'ai personnellement trouvé extrêmement intéressant, de concertation, très très animé, mais qui a été un peu la signature de ce qu'on a cherché à mettre en place et ce que l'on cherche à faire vivre depuis la création de l'ANSES, donc un modèle relativement innovant. Alors, mission très rapidement, donc champ très large, santé humaine, santé animale, santé végétale, donc vraiment le concept One Health, avec avant tout, l'ANSES, c'est un établissement public qui est une instance scientifique, indépendante, qui est basée sur le principe de la séparation entre l'évaluation des risques, rôle de l'agence, et la gestion des risques, qui est le rôle des ministères. Donc clairement, notre rôle, c'est avant tout d'être capable de documenter de façon la plus objective possible, la plus actuelle possible, en prenant en compte tout ce qui existe au plan international, l'ensemble des sujets sur lesquels, les risques auxquels on peut être exposé dans notre quotidien, pour permettre ensuite au pouvoir public, mais plus généralement à l'ensemble des décideurs et au grand public, de fonder leurs décisions sur une information scientifique, objective, la plus rationnelle possible. Et nous avons 2 grandes activités. Une activité d'évaluation de risque, donc on reçoit des demandes, donc des saisines venant de différents acteurs, je vais y revenir. On a des collectifs d'experts, on émet des rapports, des avis et des recommandations. Et puis de l'autre côté, on a des activités de laboratoire, de recherche et de référence, donc pour acquérir de nouvelles connaissances scientifiques, également pour développer toutes les méthodes d'analyse, de détection qui sont nécessaires au pouvoir public pour réaliser les contrôles.
Alors, juste pour donner du sens à ce projet, eh bien, c'est par une approche très intégrée, le fait qu'on prend l'homme, je dirais, dans sa globalité, aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que travailleur, en tant que citoyen exposé à son environnement. Et donc, le concept assez simple que pour une source de danger donnée, qui peut être une source microbiologique, une source chimique ou des rayonnements, sources physiques, eh bien, on peut prendre en compte toutes les sources d'exposition auxquelles on peut être soumis dans notre vie de tous les jours pour faire une évaluation de risque qui soit la plus proche possible de la réalité. Et ça, c'est un modèle assez original, parce que dans la plupart des pays, on a d'un côté plutôt la chaîne alimentaire très réglementée, et puis d'autres structures qui sont plus sur des sujets de santé et environnement, et souvent encore d'autres sur santé au travail. Donc c'est assez original, assez intégratif, mais ça intéresse beaucoup de pays à l'heure actuelle, parce que de toute évidence, ça se rapproche malgré tout de la complexité réelle dans laquelle nous nous trouvons dans notre vie de tous les jours. Juste un mot pour finir, et vous saurez tout sur l'ANSES, à peu près 1300 agents. Nous rassemblons environ 800 experts externes au travers de nos panels d'experts, 11 laboratoires de recherche et de référence, et puis globalement 130 millions d'euros de budget annuel. Alors, une chose que je n'ai pas précisée, c'est que compte tenu de notre champ de compétences très très large, en fait, nous rapportons à de nombreux ministères de tutelle, donc aussi bien le ministère de la Santé que le ministère de l'Agriculture, que le ministère de l'Écologie, le ministère du Travail et le ministère de la Consommation. Et il est bien connu que quand on rapporte à beaucoup de chefs, on a une certaine indépendance. Et donc c'est un des éléments aussi de caractéristiques de l'agence sur lequel je pourrais revenir. Juste sur les 130 millions d'euros, il y a à peu près 90 millions d'euros qui viennent de subventions des différents ministères. Puis on reçoit des taxes par ailleurs quand on instruit des dossiers d'évaluation de produits phytosanitaires, de biocides ou de médicaments vétérinaires qui font partie de notre champ de compétences. Et puis on a aussi à peu près une quinzaine de millions d'euros de crédits de recherche et développement qui nous viennent notamment de l'Europe. Alors j'en viens un peu au cœur de la thématique d'aujourd'hui, les valeurs fondatrices de l'agence. Bien sûr, d'abord, l'excellence scientifique, la compétence scientifique, on est d'abord une instance scientifique. Et donc pour ça, on a systématiquement des appels à candidature extrêmement ouverts au plan international pour sélectionner les meilleurs experts sur un sujet donné. Deuxième aspect, l'indépendance et l'impartialité. C'est absolument fondamental et en France, un sujet extrêmement sensible. Et donc, nous examinons, quand nous sélectionnons nos experts, non seulement leurs compétences, mais également sur la base des déclarations publiques d'intérêt, donc les liens d'intérêt susceptibles ou pas de se traduire en termes de conflits d'intérêts. Et nous avons mis en place un code de déontologie, un comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts totalement indépendant. Nous avons des processus extrêmement structurés d'expertise collective, contradictoire, en faisant extrêmement attention à la crédibilité de l'ensemble de ces processus. Troisième pilier, la transparence. La loi indique que tous les travaux de l'agence sont rendus systématiquement publics. Personne, ni même les ministres, ne peuvent nous empêcher de rendre publics nos travaux, et ça c'est un aspect fondamental, mais y compris aussi tout ce qui est les déclarations publiques d'intérêt et tout un ensemble de choses dans les procès-verbaux aussi des collectifs d'experts, etc. Et puis le quatrième pilier, c'est l'ouverture aux parties prenantes avec une gouvernance qui laisse beaucoup d'espace structuré d'échange, de dialogue avec les parties prenantes. Mais ce n'est pas seulement d'avoir des espaces, ça ne marche que si aussi on leur donne un certain nombre de prérogatives. Et une prérogative importante qui a été donnée dans le cadre de la constitution de l'agence, c'est que de nombreuses parties prenantes peuvent saisir l'agence sur des sujets qu'ils estiment d'intérêt et qui nous conduisent à mobiliser notre expertise au service de demandes qui sont faites pas seulement par les ministères, mais par les différentes parties prenantes. Alors, clairement, au niveau de l'ANSES, donc c'est une instance scientifique, un travail scientifique, mais nous avons également dans notre mission, une mission de communication, mais aussi de contribution au débat public et de l'information par la dissémination d'une information scientifique de référence. Alors, 3 éléments là. Dialogue avec les parties prenantes. Premier élément, c'est que notre conseil d'administration lui-même est constitué de représentants de ce qu'on appelle 5 collèges, qui sont un peu les collèges qui avaient été constitués dans le cadre du Grenelle de l'environnement, qui avait été une grande opération, je dirais un peu de démocratie participative, avec un peu tous les acteurs qui est concernés, donc les associations de consommateurs, de défense des travailleurs, les organisations, les ONG environnementales, les partenaires sociaux, les organisations professionnelles, les collectivités territoriales et les ministères. Donc, conseil d'administration, un équilibre entre toutes les parties prenantes et tous les membres de conseil d'administration, au titre de leurs organisations, peuvent saisir l'agence.
Ensuite, au-delà de ça, on a mis en place sur chacun de nos grands domaines de compétences, il y avait toujours peur de diluer un petit peu tous les sujets, donc sur le sujet santé-travail, santé-environnement, alimentation-nutrition, santé animale, santé végétale, pour chacun de ces domaines, un comité d'orientation thématique qui rassemble de façon très large de très nombreuses parties prenantes. Et là aussi, il faut donner des prérogatives assez claires. Nous soumettons systématiquement à ces comités notre projet de programme de travail, de façon à pouvoir vraiment le confronter aux préoccupations de l'ensemble des acteurs et de pouvoir intégrer dans notre programme de travail, avant qu'il ne soit finalisé, des préoccupations qui peuvent être exprimées par les uns ou par les autres dans le cadre de ces échanges de dialogue. Et je crois que ce qui est très important, c'est pas tant de multiplier les lieux de rencontre, mais c'est vraiment que ces parties prenantes aient le sentiment d'être utiles, pas là seulement pour qu'on les écoute, mais aussi qu'ils contribuent d'une façon ou d'une autre, de façon cadrée, à un certain nombre d'éléments de nos process au sein de l'agence. Restitution aux parties prenantes avant publication donc des principaux avis. Nous avons des comités de dialogue très spécifiques sur quelques sujets particulièrement controversés, comme santé et radiofréquence ou sur la question des nanomatériaux aujourd'hui. Et puis, nous procédons aussi à un certain nombre de consultations publiques sur un certain nombre de documents. Sciences humaines et sociales, deuxième aspect très important de l'introduction des sciences humaines, économiques et sociales en soutien à l'expertise scientifique. Ce qui est très clair, c'est que bien souvent, un des aspects fondamentaux, c'est que quand on reçoit une saisine, il faut vraiment prendre le temps de se poser de la question sur la façon dont les questions nous sont formulées, sont pertinentes, sont recevables, correspondent bien aux préoccupations qui peuvent s'exprimer au niveau de la société. Parce que si on ne répond qu'à un petit bout de la question et qu'on laisse de côté d'autres aspects qui sont fondamentaux, en fait, au travers, disons, du sujet traité, eh ben, l'avis qui va être émis va apparaître comme, je dirais, à côté de la plaque par rapport à la préoccupation telle qu'elle s'exprime. Donc il y a un vrai travail à faire en amont sur bien étudier l'environnement dans lequel se situent les questions qui nous sont posées. Et puis nous avons aussi de l'analyse socio-économique selon des modalités très cadrées dans le cadre de la réglementation européenne REACH sur les substances chimiques. Quand nous proposons par exemple une restriction d'usage d'une substance chimique, nous devons faire une évaluation quantitative bénéfice-coût de la situation sans la restriction et de la situation après restriction, pour que ça soit un des éléments du processus de décision. Et puis la communication, donc tous les travaux sont rendus publics, à peu près 2500 rapports et avis chaque année. Donc évidemment beaucoup d'investissements, de développement de notre site internet, qui est riche de nombreux documents, newsletters avec une grande panoplie d'abonnés, différents magazines. Et puis nous avons pas mal développé aussi les événements scientifiques, qui sont aussi des vecteurs très importants d'échange entre les scientifiques et les parties prenantes, et qui sont extrêmement appréciés. Et puis on commence à développer davantage dans les médias sociaux. Axe stratégique, 3 éléments. Premièrement, on a vraiment fait le choix, je dirais, de mettre le paquet sur les parties prenantes comme étant nos interlocuteurs et non pas le grand public directement. Nous n'avons pas les moyens d'avoir des échanges directs avec l'ensemble de la population. Et donc, les parties prenantes, pour nous, c'est vraiment un choix de fond d'avoir de nombreux échanges. Alors, il faut être clair que ce n'est pas toujours facile, mais c'est à la fois des gens qui, au-delà du caractère parfois un peu pénible de la façon dont certaines choses peuvent être dites de façon extrêmement militante, de façon parfois pour les scientifiques qui ne sont pas faciles à dialoguer, mais ils ont au-delà de cela vraiment des choses intéressantes à dire, parce qu'il y a vraiment des compétences, des gens qui se sont beaucoup investis, il y a une grande richesse dans les différentes parties prenantes qui se constituent sur les différents sujets, et donc il faut savoir les écouter. Et puis aussi les parties prenantes, ce sont des relais d'opinion. Et qui jouent un rôle important dans la société médiatisée dans laquelle nous sommes, sachant que nous intervenons directement auprès du grand public au travers des médias, mais pas de façon directe, je dirais, en face à face avec chacun des citoyens. Alors évidemment, ce choix de fond, il doit se faire en même temps en préservant notre indépendance. Et que je dirais d'une façon générale qu'on peut avoir un grand débat, savoir si notre indépendance, elle doit se constituer par le fait qu'on discute avec personne, ou à l'inverse, qu'on puisse discuter avec tout le monde, en ayant des bases très solides, bien régulées, bien définies, et c'est clairement le choix que nous avons fait. Deuxième aspect majeur, rendre accessible non seulement les conclusions scientifiques des travaux, mais aussi la méthodologie. On s'aperçoit que donner le résultat du travail de façon aussi transparente qu'il soit, si la façon dont ça a été construit est une boîte noire, ça ne passe pas. Il y a vraiment une très forte demande de comprendre comment
l'expertise a été conduite, quelle est la méthodologie d'expertise, avec en particulier des questionnements sur quels sont les critères qui sont pris pour sélectionner les publications scientifiques qui sont pris en compte, et puis aussi toute la question des niveaux de preuve par rapport aux questions d'incertitude. Et puis troisième aspect, rester strictement sur le périmètre de l'agence. Je veux dire, nous avons notre rôle dans l'évaluation des risques. Les ministères, c'est autre chose. Nous ne sommes pas dans la sphère politique. Chacun son rôle, et c'est très important que chacun joue pleinement son rôle, et seulement, je dirais, son rôle. Et ce que je voudrais insister, c'est qu'avoir une posture de dialogue et d'échange, c'est un choix vraiment de nature stratégique, et qui est en même temps extrêmement exigeant. Exigeant d'abord, je dirais, culturellement, parce que ce n'est pas facile pour nos propres équipes et pour les scientifiques, finalement, d'accepter d'être dans le dialogue avec des acteurs qui, par nature, assez fréquemment, nous critiquent, parce que c'est leur combat, parce que c'est la volonté de plaider une cause. Et ça, c'est un élément qui, du coup, doit être vraiment porté au niveau de la direction de l'agence, de la direction générale. C'est quelque chose qui est très important. Et l'expérience montre que derrière des réticences, au départ, des scientifiques, internes ou externes, c'est en même temps extrêmement enrichissant. Parce que c'est des acteurs en même temps qui s'intéressent de très près au travail qui est fourni. Et il y a des vrais échanges qui sont tout à fait intéressants. Puis on peut toujours se poser la question par rapport à cette posture de dialogue avec toutes les parties prenantes. Est-ce qu'on n'est pas en train de légitimer finalement certains acteurs qui ne représentent qu'eux-mêmes? Il y a toujours un certain nombre de questionnements. Mais ceci dit, sur le fond, moi je suis persuadé de l'expérience de ces 4 années que c'est une richesse absolument fondamentale et qu'un des aspects majeurs, c'est qu'un des grands risques qu'on a en tant qu'agence de sécurité sanitaire, c'est même si on fait à 95% très bien notre travail, c'est de passer à côté de quelque chose à un moment donné. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Le fait d'avoir ces espaces d'échange, d'être à l'écoute d'une grande diversité d'acteurs, tout simplement réduit le risque de passer à côté de quelque chose. Et puis c'est très exigeant aussi sur le plan opérationnel, parce qu'on affiche des règles très strictes sur la prévention des conflits d'intérêts, sur la transparence, etc. Là aussi, il y a une exigence au quotidien de respecter très strictement ces règles. Parce que, là encore, si on fait tout très bien à 98%, et puis une fois on est pris en défaut sur un problème de conflit d'intérêts ou de transparence, tout ça peut s'effondrer. Donc c'est très, très exigeant comme élément, mais très important. Et c'est pour ça que je parle un peu de posture. C'est-à-dire que ça doit être porté, ça doit être vécu. On ne se décrète pas indépendant. C'est aussi quelque chose qui doit être perçu au travers de la réalité des faits. Il faut apporter des preuves de cette indépendance. En termes de méthode, quelques éléments que je voudrais vous livrer. Première difficulté auquel on est confronté, c'est que très clairement le temps de l'expertise n'est pas le même que le temps des médias. Et une des difficultés qu'on rencontre, c'est qu'on est confronté de plus en plus à une hypermédiatisation de publications scientifiques qui sortent comme ça un jour, qui sont présentées comme la preuve absolue que tel ou tel sujet est un problème majeur, avec extrêmement peu de recul. Et on est sollicité pour répondre immédiatement par rapport à ce qui sort. Alors nous, on a très clairement développé le fait que, et les journalistes le comprennent aujourd'hui, parce qu'on a développé une relation de confiance, j'y reviendrai, que nous avons besoin de temps pour faire notre travail par rapport à ce type de situation. Alors, je vais vous en donner une illustration qui est assez caricaturale, qui était il y a à peu près 2 ans, je crois, la sortie donc, par le professeur Gilles-Éric Serralini, qui est de l'université de Caen, donc une étude tonitruante, hyper médiatisée, avec la une de toute une série de journaux avec lesquels il avait passé, disons, des clauses de secret absolu, avec derrière un film, avec derrière un bouquin, avec derrière toute une série de conférences dans des quantités de villes en France, sur, enfin, on apporte la preuve que les effets à long terme des OGM sont catastrophiques, avec des belles images de rats qui ont des tumeurs considérables liées à une exposition à des OGM pendant une durée longue, en l'occurrence 2 ans pour la vie d'un rat. Et par rapport à ça, publication qui sort, nous avons clairement revendiqué le fait que nous avions besoin d'un peu de temps pour regarder sereinement le travail qui avait été fait, et notamment ne pas se mettre en position d'être un super comité de lecture d'une revue qui avait accepté la publication, mais de resituer le travail qu'ils avaient fait dans l'ensemble des connaissances sur le sujet donné, avec, in fine, au bout d'1 mois, on avait d'ailleurs souhaité auditionner Gilles-Éric Serralini lui-même, ce qui n'est pas toujours facile dans ce genre de situation, et pour, in fine, très clairement, effectivement, critiquer, comme beaucoup d'autres l'avaient fait avant nous, la nature des conclusions qu'il tirait de l'étude, parce qu'il y avait énormément de biais dans le travail qui avait été fait,
mais en même temps reconnaître que globalement la thématique de quels peuvent être les éventuels effets à long terme des OGM était finalement assez peu documentée scientifiquement dans le monde. Et qu'on a eu, au travers de cet épisode, énormément d'acteurs qui, dans les 3 jours de la sortie, ont immédiatement tapé très violemment sur Gilles-Éric Serralini en disant c'est n'importe quoi, etc. Ce que je pense en termes, disons, d'impact sur le grand public, c'est que des fois, ces aspects, disons, précipités de critiquer très violemment ont un peu l'effet inverse que, ah bah quand même, cette personne, si elle est autant critiquée par toute, je dirais, la nomenclatura scientifique, etc., c'est qu'il touche quelque chose de vrai. Et c'est pour ça que nous, on pense, et je crois vraiment que c'est par le recul quelque chose qui a été très utile, toujours le fait de prendre le recul nécessaire pour avoir une parole de référence bien documentée et indiscutable. Deuxième juste épisode, là cette fois c'est une crise sanitaire assez grave liée à des agents pathogènes, E. coli dans les graines germées. Il y a une crise très forte en Europe, en Allemagne, 52 morts, 800 personnes hospitalisées gravement pour donc une bactérie qui s'est retrouvée effectivement dans des graines germées. Typiquement, gros épisode en Allemagne, et puis un épisode secondaire en France. La seule chose que je voudrais témoigner, c'est que bon, il y a eu beaucoup de problèmes de communication en Allemagne entre l'hôpital, le Länder, le niveau fédéral, et que moi, systématiquement, étant très sollicité par les médias français, à chaque fois qu'il y avait une information venant des uns et des autres, j'ai systématiquement appelé mon homologue en Allemagne avant de confirmer ou de dire quoi que ce soit, et bien m'en a pris parce que bien souvent on s'est aperçu que les informations étaient fausses. D'ailleurs, au départ, on a accusé des concombres espagnols avec beaucoup de dégâts sur le plan économique aussi. Toujours, disons, une communication délicate. Et simplement pour illustrer le fait que quand on est dans les situations de crise, je crois qu'une des lignes de conduite, c'est que bien souvent, les crises enflent si on est un peu dans des logiques de feuilleton. C'est-à-dire que, voilà, sans arrêt, on alimente par des petits bouts d'informations qui se contredisent les unes les autres, et ça, les médias adorent, et ça augmente, ça augmente. Et donc, de bien, là aussi, faire attention à résister à la très forte demande de réaction immédiate, et de bien faire attention à vérifier les informations qui sont fournies. Alors, la méthode, je reprends. Au-delà de ça, ce qui est important pour nous, c'est de définir des messages qui sont strictement issus des conclusions scientifiques de nos travaux. En fait, ce que l'on cherche, c'est, au-delà de la communication en situation de crise, c'est d'être un peu maître de notre propre calendrier de communication, beaucoup de communication à froid, basée sur notre travail scientifique, avec beaucoup de professionnalisme, c'est-à-dire systématiquement de vraiment construire de façon très précise les types de messages que l'on veut faire passer, puisque comme on passe de l'avis scientifique au message compréhensible, accessible par le grand public. Donc là, on se fait aider systématiquement dès qu'on est sur des sujets un peu sensibles, avec du média training, avec la sélection de porte-parole, qui, en fonction des sujets, peuvent être des experts scientifiques, qui peuvent être la direction générale de l'agence, qui peuvent être des gens généralistes, beaucoup de professionnalisme, encore une fois, pour définir les messages courts, les messages longs. Et je peux vous dire, le média training, bon, je pense qu'un certain nombre d'entre vous en ont fait, c'est épuisant, mais c'est fondamental et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise le jour où effectivement on fait de la communication. Et c'est vrai qu'on fait 4, 5, 6 conférences de presse chaque année en fonction des thèmes, et on a objectivement une relation de très grande confiance aujourd'hui avec les médias. On a entre 50 et 70 journalistes, radio, télé, à peu près sur tous les sujets qu'on organise. C'est vrai qu'il y a une fidélisation et un niveau de confiance et une grande fidélité des messages que nous délivrons dans quasiment l'ensemble des situations. Mais c'est quelque chose qui se construit dans la durée et qui peut aussi disparaître rapidement. Alors, sinon, des échanges réguliers, pédagogiques. Alors, le dernier élément là-dessus que je voulais dire, c'est que ce qui est important aussi pour nous, c'est d'abord, on n'est pas là pour rassurer ou pour inquiéter, on est là pour informer de façon la plus objective possible. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est dire ce que l'on sait, mais aussi dire ce que l'on ne sait pas, c'est-à-dire quelles sont les incertitudes. Parce que finalement, l'agence, on est sollicité surtout sur des sujets super compliqués, où la science ne donne pas une réponse évidente, et c'est un des malentendus qu'il peut y avoir avec la société. On attend des experts des réponses extrêmement claires, et donc où on a vraiment besoin d'expliciter de façon la plus claire possible le niveau d'incertitude. Alors, juste un petit graphique, là, c'est un dessin de Plantu qui est dans les
La une du Monde, c'était à l'époque justement des graines germées avec le concombre, c'était le concombre espagnol. Et puis de l'autre côté, c'était l'OMS, le cirque, qui avait déclaré que l'utilisation intensive du téléphone portable pouvait être possiblement cancérigène. Donc c'était un peu la rencontre de ces deux. Et je l'aime bien parce que ça illustre assez bien, disons, la dualité des situations auxquelles on a à faire face, des risques aigus, hein, où là on est plutôt dans la gestion de crise, la rapidité, la réactivité, et puis du risque chronique. Et finalement, on est dans un contexte, en tout cas en France, où les risques aigus sont aujourd'hui quand même très largement maîtrisés. Il y en a beaucoup moins. Mais on voit bien qu'il y a une inquiétude de plus en plus forte sur tout ce qui est risque invisible, les risques chroniques sur le long terme liés à des expositions diffuses à un certain nombre, notamment de substances chimiques, et qui est un vrai sujet qui est aujourd'hui extrêmement complexe pour nous. Et pour finir, voilà, je citerai l'exemple des perturbateurs endocriniens, l'exemple par exemple du bisphénol A. Vous savez, ces substances chimiques qui sont suspectées aujourd'hui de pouvoir intervenir directement sur le système endocrinien à des très faibles doses, donc remettre un peu le principe fondamental de base de la toxicologie qui serait que c'est la dose qui fait le poison. Là, une remise en cause de ça, mais avec beaucoup de controverses sur le plan scientifique à l'heure actuelle, beaucoup d'incertitudes, où des gens de bonne foi, les uns disent un peu circuler, il n'y a rien à voir, et d'autres, vous voyez Le Monde, c'est la une du Monde quand même, donc grand journal français, bisphénol A, un scandale mondial. Voilà, on est dans le grand écart avec beaucoup d'incertitudes. Et notre rôle par rapport à ça, c'est d'essayer de documenter et de réduire progressivement les incertitudes. Sachant que on a un certain nombre de données sur le fait que dans les pays développés à haut revenu, on a quand même une forte augmentation d'un certain nombre de maladies dites chroniques, le diabète, l'obésité, un certain nombre de cancers hormonodépendants. Il est probable que des facteurs environnementaux interviennent dans ces éléments-là, dont les perturbateurs endocriniens. C'est extrêmement difficile de faire le lien, d'avoir le poids des différents facteurs. Et on a toute une question sur à partir de quel niveau de preuve il faut commencer à agir, même s'il reste un certain nombre d'incertitudes. Et là, on est vraiment au cœur du sujet. Et notre rôle dans la logique de la séparation entre l'évaluation et la gestion des risques, c'est d'essayer de mettre en œuvre de façon la plus rationnelle possible ce qu'on appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de documenter les choses de façon la plus objective possible. Et sur la base des incertitudes qui existent, les gestionnaires du risque prennent leurs responsabilités sur des mesures proportionnées, temporaires, éventuellement à prendre au regard de ces incertitudes. Mais ce sont des sujets aujourd'hui extrêmement difficiles. Voilà, pour finir, je voudrais juste vous indiquer que vraiment, c'est un modèle, quand on écoute aujourd'hui les différentes parties prenantes, mais également les ministères qui ont pleinement joué le jeu. Et je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir 5 ministères de tutelle donne une certaine distance qui, je pense, est plutôt saine. Et nous n'avons, très honnêtement, je peux témoigner que je n'ai jamais eu de difficultés. Il y a des tensions de temps en temps, parce qu'on sort des fois des avis qui ne plaisent pas beaucoup aux gestionnaires du risque, parce que ce n'est pas facile. Par exemple, l'exemple du fort développement aujourd'hui des cabines ultraviolets, bronzage artificiel. Typiquement, on nous présente un projet de décret pour encadrer un peu les choses. Puis nous, voilà, on sort un avis assez carré sur le fait que les rayonnements UV, ça, c'est un risque avéré de développement de cancer. Donc voilà, nous, nos recommandations, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'un simple encadrement, c'est une interdiction. Bon, évidemment, ça ne plaît pas beaucoup. Après, d'ailleurs, on considère en tant qu'agence, c'est notre rôle de dire ça. Après, il n'est pas forcément choquant que les pouvoirs publics prennent une décision haute, parce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte que les aspects de risque. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on dit des choses qui ne sont pas forcément très faciles à prendre en compte au niveau des ministères. Globalement, forte crédibilité. On a vraiment très peu de retours critiques aujourd'hui, mais je le dis avec beaucoup de modestie parce qu'on sait très bien qu'on est toujours extrêmement vulnérable par rapport à ça. Mais vraiment aujourd'hui, l'ANSES est vue plutôt comme une agence assez moderne et qui a effectivement su fidéliser des lieux très très structurés de dialogue avec les parties prenantes. Et moi, je le vis vraiment comme une grande richesse aujourd'hui. Mais c'est un modèle qui est extrêmement exigeant, à la fois en temps, en rigueur, en vigilance. Quand on organise les réunions avec les parties prenantes, ça demande énormément de préparation si on veut que ça se passe bien. Une des difficultés, c'est que par la diversité des acteurs, pour chacun, leur sujet, c'est la priorité absolue. Donc, très difficile de hiérarchiser les risques. Ça, c'est un sujet. Autre sujet, pour moi, c'est qu'on a beaucoup développé des agences comme nous qui documentons de façon précise les risques, mais il n'y a pas l'équivalent sur les bénéfices. Donc, c'est vrai que dans le dialogue qui existe, il y a un certain déséquilibre, avoir beaucoup d'éléments sur les risques, mais pas sur les bénéfices.
Et puis, l'autre aspect assez complexe, c'est que plus les parties prenantes se sentent associées à un certain nombre de travaux, hein, on a eu des expériences, ou même on a eu un observateur partie prenante dans un collectif d'experts, ça a été des expériences intéressantes, plus évidemment ces parties prenantes en demandent davantage et revendiquent progressivement de rentrer vraiment dans une interférence avec l'expertise scientifique elle-même, et ça c'est très clair, qu'il faut poser des limites extrêmement fermes pour ne pas prendre le risque de remettre en cause notre indépendance au travers d'une intrusion trop forte des parties prenantes dans les processus expertifs qui doivent rester totalement indépendants et en dehors de toute pression d'acteurs particuliers. Et puis, ce que je disais, on est confronté de plus en plus quand même à une multitude de publications scientifiques de qualités diverses et variées et qui sont hyper médiatisées et qui sont quand même une vraie question pour construire dans la durée la confiance. Troisième aspect, accepter les échecs. Nous avons eu par exemple sur notre comité santé et radiofréquence une rupture de dialogue pendant presque un an, que nous avons repris récemment. Pourquoi ? Parce que nous avons sorti un avis qui n'a pas plu. À partir du moment où on ne met pas en évidence des éléments très alarmistes, eh bien, on a des acteurs qui sont tellement convaincus qu'il y a d'énormes problèmes que nécessairement, c'est que notre méthodologie n'est pas bonne. Et donc là, on est dans des espaces qui sont complexes. Mais je crois que justement, une des richesses, c'est de savoir aussi dépasser ces difficultés. C'est évident que ce n'est pas simple, et nous avons pu reconstruire tout un processus pour clarifier davantage le rôle de chacun et repartir avec une vraie volonté des uns et des autres de repartir. Et puis je finirai par un dernier élément, c'est que voilà, on a un modèle aujourd'hui qui, je crois, vraiment fonctionne bien, mais comme souvent dans les domaines de la santé, ça bouge tout le temps. Donc on a fait une fusion il y a 4 ans, et puis maintenant, comme on fonctionne plutôt pas mal, les ministères ont décidé de nous confier une nouvelle mission, et donc en fait, on va changer pas mal de modèles, puisque dorénavant, on va nous confier pas seulement des missions d'évaluation de risque, mais aussi des missions de gestion, et en particulier des très compliquées, comme tout ce qui est les délivrances d'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires et des biocides, qui sont des sujets extrêmement controversés. Et donc je finis là-dessus, voilà, sur le fait que voilà, on a vraiment des sacrés défis devant nous, de nouveau, pour voir comment faire évoluer notre modèle, le compléter, parce que ce n'est pas neutre du tout dans la perception que les différentes parties prenantes auront de l'agence demain, compte tenu de l'évolution de son rôle, et qu'on a là, de nouveau, des défis importants à relever. Voilà, ma dernière slide, c'est simplement pour vous montrer que si vous voulez plus d'informations, donc il y a le site internet. Alima Marie, ici présente, qui est la directrice de la communication et du dialogue avec la société et qui interviendra d'ailleurs dans un des ateliers cet après-midi, est présente. Et je vous remercie beaucoup et je serai ravi d'essayer de répondre à vos questions. Merci.